Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur Al24 News. Vous regardez l'échiquier international qui se penche ce soir sur ces nouvelles frappes américaines et anglaises sur le Yémen. Des frappes sous fond de tensions grandissantes au Moyen-Orient et à la lumière de l'offensive génocidaire de l'entité sioniste sur Gaza. Mais avant de vous présenter mes invités et d'entamer cet éclairage, je vous propose ce sujet signé Safwan Ben Sabri. En pleine nuit, depuis le porte-avions américain USS Dwight Eisenhower, un appareil américain décolle, direction Sanaa, capitale yéménite, pour une salve de bombardement. L'alliance anglo-protestante composée des États-Unis et de l'Angleterre continue de mener son offensive contre les Houthis, alors que ces derniers ont menacé les intérêts occidentaux et israéliens dans le détroit de Bab el-Mandeb, en représailles à l'agression sur Gaza. Ce que font les Houthis est inacceptable, c'est illégal et cela menace la liberté de navigation. C'est pourquoi nous avons pris cette mesure. Parallèlement à cette action, nous prendrons toute une série de mesures, notamment des sanctions et d'autres pressions pour mettre en place des sanctions contre les Houthis en combinaison bien sûr avec les actions que la Royal Navy mène avec d'autres dans la mer Rouge. À Sanaa, l'heure est à la résilience. Habitués aux coalitions internationales, les Yéménites assument leur soutien à la Palestine, malgré les frappes de la veille. Ces frappes ne nous font pas peur et ne nous feront pas tourner la tête. Nous sommes fermes et soutenons la Palestine du fond de notre cœur. La Russie, grand adversaire de l'Alliance occidentale depuis février 2022, a protesté contre une offensive jugée comme une atteinte au droit international. Le chef de la diplomatie russe fait le parallèle avec l'opération militaire en Libye, ayant laissé le pays en ruine depuis 2011. Il ne fait aucun doute que les États-Unis, le Royaume-Uni et certains de leurs autres alliés ont violé et piétiné toutes les normes imaginables du droit international, y compris la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui est appelée uniquement à protéger la navigation commerciale. Personne n'a autorisé quiconque à bombarder le Yémen. En fait, tout comme personne n'a autorisé l'OTAN à bombarder la Libye en 2011. Dans un échiquier international en mouvement constant, l'Occident se retrouve ainsi impliqué sur plusieurs fronts, la guerre en Ukraine, l'agression sioniste à Gaza et une coalition armée contre les Houthis, au risque d'essouffler ses forces. Madame, Monsieur, ce soir, je serai accompagnée de Omar Benbarti, analyste politique. Bonsoir Omar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Tinine, bonsoir. Et de Gamel Abina, observateur des questions internationales. Bonsoir Gamel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir tout le monde et merci pour l'invitation. Et sans plus attendre, on entame cette émission. Gamel, quand il est question de géopolitique, et là aussi, dans le cas de la mer Rouge, il est toujours question de géographie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la géographie, justement, de la mer Rouge? C'est particulier parce qu'il y a deux détroits qui effectivement sont au sud de l'Arabie, de la fameuse Arabie heureuse qu'on appelle le Yémen aujourd'hui. Il y a le détroit de Bab el-Mandeb et il y a le détroit effectivement qui a été extrêmement convoité à l'époque de la guerre Iran-Irak, le fameux détroit d'Ormuz. Donc ces deux détroits ont par particularité d'être très étroits pour le coup et sont le chemin incontournable non seulement des routes du gaz et du pétrole, mais surtout, et c'est le plus important, du commerce international, particulièrement venant d'Asie en direction de l'Europe. Et il se trouve que cette zone géostratégique très importante a souvent été le fruit d'affrontements. On se souvient à l'époque, par exemple, de la Somalie avec ces fameux pirates qui allaient pirater les bateaux au large de la mer, effectivement, de ce fameux détroit. Donc c'est un détroit qui est stratégique, économique, et qui est un détroit qui génère des crises jusqu'au canal de Suez et qui a toujours été effectivement convoité comme le lait sur le feu. C'est-à-dire que la plupart des pays occidentaux sont toujours aux aguets, toujours en position avancée pour faire face à un potentiel risque de guerre dans la région.
Très bien, justement, vous venez de le dire, Gamel, la mer Rouge, c'est plus de 50%, même plus, du trafic maritime mondial et notamment du commerce de l'énergie. Je viens vers vous, Monsieur Omar Benbarti. Comme vient de l'évoquer Gamel Abinal, la mer Rouge, c'est aussi la continuité géographique naturelle de l'Afrique et du Moyen-Orient. La guerre de l'Ogaden a changé dans la région aussi le canal de Suez, sans oublier la colonisation de la Palestine, les accords de Quincy. Un bref point historique s'impose à nous. Je m'adresse à vous, Omar. Oui, c'est de rappeler tout simplement, merci, c'est de rappeler que cette zone a été pendant très longtemps sous contrôle britannique, bien entendu, et américain, et qu'aujourd'hui, les pays riverains, que ce soit le Yémen ou la Corne de l'Afrique et le canal de Suez, il y a eu des velléités, rappelez-vous déjà la nationalisation du canal de Suez, il y a eu des velléités pour essayer de contrôler un petit peu ce trafic mondial. Sauf que les pays qui se considèrent comme étant les tuteurs de la planète considèrent que cela leur revient de droit et que seuls, en ce qui les concerne, ils doivent pouvoir assurer l'ordre du passage des navires qui les servent. Donc à partir du moment où un pays comme le Yémen veut contrôler, par solidarité pour la population palestinienne, et à partir du moment où il veut contrôler le passage de ces navires, il est évident que cela déplaît fortement à l'Empire, donc les États-Unis avec son allié britannique, et que celui-ci riposte par des représailles. Rappelez-vous, en 1956, lorsque Gamal Abdel Nasser avait nationalisé le canal de Suez, on avait eu droit à la même coalition qu'il avait bombardée, qui avait essayé de faire en sorte qu'il ne puisse pas maîtriser, avoir la mainmise sur ce canal. Voilà tout simplement dans quels termes se pose le problème aujourd'hui, et ça n'a pas changé. Historiquement, nous sommes toujours en but à des situations de domination. Très bien. Gamel Abina, comme vient de nous l'expliquer Omar Benbarti, et si on revient à la logique des blocs, est-ce qu'aujourd'hui on est dans la même configuration, surtout si on suit de près les réactions, notamment celle du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, et justement, qu'est-ce qu'on peut penser de la réaction de Sergueï Lavrov qui fait le parallèle avec l'agression de la Libye en 2011, en qualifiant aussi les attaques de cette coalition d'être contre ou à l'encontre du droit international? Bah là, c'est encore plus vrai parce qu'il n'y a même pas de mandat de l'ONU. Réellement, c'est une initiative qui a été prise par c'est bien dit dans votre reportage d'ailleurs, vous avez parlé du monde anglo-protestant. Effectivement, on est dans une démarche néocoloniale qui considère que cette route est essentielle pour leur propre commerce et pour le contrôle de la région. Mais surtout, il faut se rappeler qu'il y a quand même deux chemins qui sont incontournables dans le monde. À l'époque, historiquement, il y avait cette fameuse route de la soie, cette fameuse route qui est empruntée qui passait par le nord, hein, par la côte. Et aujourd'hui, bien la route la plus importante, elle est effectivement dans la mer Rouge. Donc quand Sergueï Lavrov fait référence à l'intervention en Libye qui a outrepassé évidemment et largement ce qu'avait dit l'ONU avec un vote qui a été arraché de justesse pour obtenir une intervention militaire aérienne qui aurait dû soi-disant protéger la population libyenne, qui était une propagande, eh bien il fait référence à la même chose aujourd'hui. On voit bien que le Yémen, qui a déjà subi 8 ans de guerre, qui a subi, c'est un des pays les plus pauvres de la planète, qui a subi déjà une première coalition qui était largement armée par l'Occident. N'oublions jamais que les armes qui bombardaient le Yémen venaient de France, d'Angleterre, des États-Unis. Eh bien, ce même Yémen voit à nouveau une coalition, cette fois-ci plutôt anglaise, plutôt américaine, ces deux grands alliés, contre lui, parce qu'il a, au moins pour lui, l'honneur de dire « nous n'acceptons pas » le bombardement et les massacres des populations civiles en Palestine. Et ces mêmes Occidentaux qui considèrent que le commerce est plus important que la vie interviennent contre le Yémen pour garantir que leurs approvisionnements en matière première ou simplement de commerce ne soient pas impactés. Donc effectivement, quand Sergueï Lavrov fait référence à ça, il fait référence à une chose. Il dit « vous intervenez quand bon vous semble, en fonction de vos intérêts, sans tenir compte des conséquences sur les territoires évidemment, sur les pays, sur les populations. Vous intervenez comme des empires effectivement qui ont toujours existé, à savoir l'empire anglo-saxon et l'empire américain. » Très bien. Donc, est-ce qu'on peut dire, Gamel Abina, une petite remarque, est-ce qu'on peut dire que là aussi, il est question de ce qui est appelé depuis longtemps du choc des civilisations ou des deux blocs qui ne cessent de s'affronter pour une meilleure, on va dire, gestion des relations internationales?
Oui, on peut parler d'Occident et d'Orient, mais pas au sens où c'est entendu par Samuel Huntington qui faisait référence à un choc de civilisation occidentale contre l'Orient. Ça, c'est une fabrication qui a été d'ailleurs puisée son creuset dans une histoire assez obscure. En vérité, l'Orient, je parle arabo-musulman, a toujours côtoyé l'Occident, parfois l'a même soutenu ou aidé, comme avec François Ier, mais cet Orient qui a interagi avec l'Occident, qui a transmis du savoir, de la connaissance, qui a récupéré les connaissances des Grecs, cet Orient est considéré comme étant une sorte de bloc dangereux pour l'Occident parce qu'effectivement, c'est une civilisation qui a 1400 ans et qui continue. Et cet Occident le voit d'un très mauvais œil parce qu'ils sont sentiments qui sont en perte de vitesse. Et l'autre Orient, cette fois-ci, c'est l'Orient plutôt des pays slaves, de la Russie, de l'ex-Union soviétique. Cet autre Orient, donc l'Europe orientale, puisqu'on parle de l'Orient qui s'oppose à l'Occident, commence à se reconstituer comme un bloc, et un bloc non pas des moindres, très important, puisqu'il y a le bloc évidemment russe avec les États satellisés, et le bloc chinois qui revient aussi au devant de la scène sur le plan commercial et bientôt sur le plan militaire. Eh bien, ces deux blocs font peur parce qu'on se rend compte qu'il y a une coalition qui est en train de se mettre en place entre la Chine, la Russie, c'est déjà le cas, avec le Moyen-Orient, puisque la Chine a apporté la fin de la guerre avec le Yémen en rétablissant les relations entre l'Iran et évidemment l'Arabie. Eh bien, tous ces blocs-là sont en train de se reconstituer dans un nouveau monde, une nouvelle guerre froide qui ne dit pas son nom, mais qui n'est plus basée sur des idéologies économiques. C'est fini la guerre des communistes contre le capitalisme. C'est plutôt une guerre effectivement idéologique de civilisation ancienne face à des civilisations nouvelles. Je fais référence à l'Amérique qui finalement n'a que 400 ans d'existence. Très bien, justement, on va continuer sur ce point. Monsieur Omar Benbarti, et le Yémen aujourd'hui est au cœur des enjeux, comme vient de l'expliquer Gamal Abinad, ce qui est appelé les nouvelles relations internationales ou de ce choc des civilisations. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus sur le rôle du Yémen ou encore d'autres puissances régionales comme l'Iran et même de la Russie et de la Chine dans ce bouleversement des relations internationales? Tout à fait, vous avez bien raison de soulever cette question. Je crois que nous sommes en train d'assister à un virage stratégique, à un retournement stratégique à l'échelle planétaire qui fait que les pays d'Occident, l'empire d'Occident en vérité, qui est en de vitesse, comme disait Gamal Bina tout à l'heure, et qui est en train d'observer sa défaite, veut continuer à avoir une mainmise sur un espace qui est le Moyen-Orient, bien entendu, sur lequel d'autres puissances ont le droit, elles aussi, de développer d'autres regards. Je pense bien entendu à la Fédération de Russie, à la Chine, mais aussi à l'Iran et à l'Arabie Saoudite, à ces pays eux-mêmes qui sont responsables de leur destin et qui n'ont aucune prise sur ce destin. Donc à partir du moment où nous vivons ce virage stratégique, nous assistons à une situation où nous sommes en face d'une société qui est restée une société profondément archaïque. Là, je pense à la société israélienne. C'est une société archaïque et l'État qui est censé la représenter est un État anachronique qui n'a strictement rien à faire là-dedans. Et à partir de ce moment-là, vous comprendrez aisément que l'empire britannique, anglo-saxon, américain et européen considère qu'il est en train de perdre quelque part. C'est un fait que nous sommes en train de vivre. Nous vivons une époque très sensible où il est en train de perdre une domination qui était la sienne. Sauf que les rapports de force ont changé. À partir du moment où un pays comme le Yémen est capable de dire « je suis contre le génocide des Palestiniens » et qu'il est capable de défendre son honneur et qu'il est capable d'envoyer des missiles sur des navires qui passent à proximité de ses côtes, des navires, il a bien précisé, qui sont censés alimenter la société archaïque et l'État anachronique d'Israël, de sorte qu'il y a une réaction qui est complètement délirante lorsqu'on voit que les Américains, aidés des Britanniques, se mettent à le bombarder. Mais il y a un problème. Il a le droit, lui, de prendre position pour les Palestiniens. Et à partir de ce moment-là, ce droit lui est refusé. Donc, il est évident que nous assistons à une constipation de la situation. Et ce n'est pas une histoire de choc des civilisations, ça n'a strictement rien à voir. Ce sont des affaires d'intérêt pur et simple. L'Empire américain ne veut pas lâcher la donne, il veut continuer à profiter de sa position dominante et il considère que ni la Russie, ni la Chine, ni l'Iran n'ont intérêt à devenir les maîtres du jeu dans cette région du monde. Or, ils ne sont pas les seuls.
il y a bien entendu aussi un pays qui s'appelle le Yémen. Très bien. Omar Ben Barti, je poursuis avec vous. Aux côtés du Yémen, il y a aussi d'autres puissances en Afrique ou dans la corne de l'Afrique qui sont aussi en train d'essayer de tirer leur épingle du jeu ou de jouer dans l'échiquier international. Je fais référence notamment à l'Éthiopie et la signature qu'il y a eu au 1er janvier. C'est sa accord surprise avec le Somaliland en contrepartie d'un accès justement à la mer Rouge, la reconnaissance de la région indépendantiste du Somaliland. Est-ce que la tension aujourd'hui en mer Rouge a accéléré la décision d'Ahmed Abiy, Premier ministre de l'Éthiopie, d'aller vers cet accord qui a provoqué l'ire de Mogadiscio? Je ne sais pas, parce que c'est une histoire ancienne. L'Éthiopie, pendant un certain temps, était sous influence israélienne. Rappelez-vous, les Israéliens essayaient de pénétrer l'Afrique et de se dedans. Ce temps est terminé. La Somalie a infligé de lourdes défaites lorsque les Somaliens, lorsque les Américains avaient décidé de débarquer en Somalie, ils avaient reçu une belle fessée. Et donc, ils sont un petit peu vaccinés. Sauf qu'aujourd'hui, il est évident que des pays comme l'Éthiopie ou la Somalie et d'autres, l'Égypte en particulier, mais pas que si vous parlez de l'Afrique, même nous, même l'Algérie, nous avons des intérêts maintenant à défendre qui font que ces endroits doivent être sous la souveraineté des pays, au même titre que le canal de Panama. Le canal de Panama, qui c'est qui le maîtrise? Ce n'est pas les Algériens, ce ne sont pas les Saoudiens, ni les Yéménites. Donc à partir de ce moment-là, c'est ce déni de réalité, c'est cet anachronisme, cet archaïsme qui est dans les esprits de ces psychopathes qui sont à la tête de ces gouvernements, qui continuent de les amener vers le mur. C'est le déni de ces réalités qui fait que le Yémen, la Somalie, l'Éthiopie arrivent à un stade où ils disent, bon ben, nous sommes aussi capables de gérer ces espaces-là. Il n'y a pas de raison pour que ce soit uniquement la 5e flotte ou la 6e flotte américaine qui se balade là-dessus et qui décide pour nous de ce qu'il y a lieu de faire, de ce qu'il n'y a pas lieu de faire. Donc c'est vrai que l'Afrique va devenir un enjeu, je vous l'avais dit dans une précédente émission, l'enjeu africain va devenir déterminant dans cette année 2024 parce que les rapports stratégiques et les rapports de domination qui sont d'abord des rapports de force sont en train de changer. Il y a une remise en cause donc profonde de l'hégémonie occidentale en Afrique et même dans certains pays du Moyen-Orient. Je viens vers vous, Gamal Abina. Depuis de longues années, les observateurs craignent justement une escalade dans la région, en mer Rouge, en particulier sur Bab el-Mandeb, avec l'influence de la Chine dans la région. Est-ce qu'aujourd'hui, par l'offensive génocidaire, l'entité sioniste qu'elle mène à Gaza, est-ce que l'entité sioniste a jeté un pavé dans la mare sans prendre en compte les conséquences éventuelles sur sa survie et la formation d'un front du tiers-monde contre l'entité sioniste? On a vu l'Algérie qui se dresse actuellement au sein du Conseil de sécurité, ou encore la plainte de l'Afrique du Sud à la Cour pénale internationale, la mobilisation populaire en particulier dans les pays du Sud. J'ai envie de dire la mobilisation populaire dans le monde entier. Il y a plus de possibilité de croire que l'agresseur n'est pas sioniste. Ce qui est intéressant, ça a été dit par Omar tout à l'heure, c'est que l'État sioniste est un État archaïque. Il a raison. C'est une théocratie emmenée à la fois par des religieux extrêmes, pas des religieux modérés, ce sont des juifs extrêmes, et en même temps par ce qu'on appelle les suprémacistes blancs, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce qui dirige l'État sioniste, c'est systématiquement les Européens. Il n'y a pas de juifs arabes qui dirigent cet État et qui est une colonisation. Je rappelle qu'au sein même de l'entité sioniste, au sein du régime sioniste, la société de classe est primordiale sur juifs ashkénazes ou encore juifs séfarades, etc. C'est une société excessivement codée et de classe. De classe, parce qu'il y a bien les Ashkénazes qui dominent tout. Après, les Séfarades qui sont une entre guillemets race inférieure. Après, vous avez aussi, il ne faut jamais oublier, on a parlé de l'Éthiopie, ces fameux Félachas qui sont des sous-juifs pour le coup. On a des juifs d'Europe de l'Est qui sont arrivés en masse, mais surtout de Russie, qui sont une classe séparée, qui parlent d'ailleurs même pas l'hébreu nouveau. Et il ne faut pas perdre de vue que cette théocratie, qui se base sur les principes à la fois religieux, ethniques et donc racistes, se positionne comme un État qui croit avoir toujours raison et qui croit être ce qu'ils se disent eux-mêmes, les gens de la lumière. Ils se croient vraiment les porteurs de la lumière face à l'obscurantisme arabo-musulman, ce qui est quand même assez amusant quand on connaît l'histoire. Eh bien, effectivement, ils ont ouvert une boîte de Pandore qu'ils ne pourront pas refermer. D'abord parce que les rapports de force ont changé, parce que l'Arabie n'est plus l'ennemi direct de l'Iran, même si on peut toujours se méfier, parce que surtout, l'axe de la résistance, comme on l'appelle, chiite ou néo-chiite, existe et s'est constitué. Et
Parce que la haute technologie ne garantit pas d'une attaque de missiles de vieille fabrication, mais qui passe quand même. On prend un exemple très concret, par exemple, les missiles Shahid iraniens ont fait un ravage en Ukraine, alors qu'en face de la Russie, il y avait l'Occident avec la haute technologie. La haute technologie n'est pas un gage de sécurité, on le voit aujourd'hui, avec ce mur qu'ils avaient érigé comme étant une forteresse, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, entre d'un côté, le Hezbollah qui attaque, le Hamas qui se bat, les Palestiniens, tous autant qu'ils sont, qui prennent les armes, les Houthis qui soutiennent leurs frères palestiniens comme les Syriens et les Irakiens, il ne faut pas les oublier. Tout cela montre qu'il y a un front des pays du Sud et des pays de l'Orient au sens large du terme, donc que ce soit du Nord et du Sud, mais l'Orient, de ces pays-là qui considèrent que, effectivement, on a en face de soi des puissances néocoloniales, néo-impériales ou impérialistes, comme les États-Unis, qui veulent garantir de force leur présence dans la région en maintenant leurs petits gendarmes qu'on appelle l'État sioniste, en l'occurrence Israël, et en les maintenant de gré et de force. Le problème, c'est que les rapports de force leur sont plus favorables. Ils se sont épuisés dans les guerres en Ukraine. Aujourd'hui, commence à avoir des difficultés à alimenter un armement, des difficultés à financer cette guerre et surtout des difficultés à en venir à bout. On se souvient, ça a été dit tout à l'heure par Omar, qu'effectivement, ils étaient intervenus en Somalie. Ça a été un échec, alors que les Somaliens ne sont pas très très puissants. Les Yéménites sont déterminés, ils iront jusqu'au bout et ils défendront leurs principes parce qu'ils l'ont dit de façon très claire. Tant que Gaza sera bombardé par la barbarie sioniste, nous continuerons à bloquer le passage des navires, n'oublions jamais, évidemment anglo-américains puisqu'ils sont dans la partie, et sionistes. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le conflit s'est élargi de fait, et surtout, ils ont derrière eux une puissance qui n'est pas des moindres, l'Iran, une très grande puissance industrielle qui a rattrapé la retard technologique. C'est le premier pays musulman à enfin avoir franchi le cap d'un retard technologique qui avait duré trop longtemps. Donc c'est vrai que ces rapports de force ont changé et que l'État sioniste a ouvert une boîte de Pandore qu'elle ne pourra pas refermer. Très bien, Gamel. Je viens vers vous, Muammar Ben Barti. Vous avez 3 minutes pour répondre à cette dernière question. Là, justement, Gamal Abina vient de nous parler de la multiplication des fronts ouverts par l'Occident, faisant notamment référence à l'Ukraine, ou encore ce soutien inconditionnel pour l'entité sioniste et éventuellement d'autres abcès endormis. Est-ce que l'Occident peut tenir le coup avec cette politique du tout sécuritaire qui, vient de le dire Gamel, est pratiquement vouée à l'échec? Absolument pas, non. Il ne tiendra pas le coup, il est en train d'assister, nous vivons, la réalité se déroule sous nos yeux, nous vivons l'effondrement de cet Occident qui, je le rappelle, n'ouvre pas des fronts, il a toujours vécu sur des fronts. La guerre du Vietnam, le colonialisme en Afrique, alors n'en parlons pas, européens, britanniques, français et autres, et l'Amérique du Sud qui a fait l'objet pendant plus de 2 décennies ou 3 décennies des convoitises américaines. Donc cet Occident est en train de vivre une déconfiture telle qu'à partir de ce moment-là, il est dans la situation de la bête blessée et il veut absolument continuer à vivre dans les fantasmes qui sont les siens. Tout à l'heure, il a été rappelé que le ramassis de ce qui constitue ce qu'on appelle le peuple élu de Dieu, les Israéliens, c'est un ramassis de personnes qui viennent d'un peu partout du monde. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas d'histoire. À partir de ce moment-là, vous assistez objectivement à l'effondrement d'un Occident qui n'a plus de repères. Très bien. Gamal Abina, vous avez 30 secondes pour un dernier mot. Donc, pour une note positive que les Palestiniens de toute façon ont déjà ouvert effectivement une première victoire, ils ont rappelé celle de 73 en attaquant, qu'aujourd'hui ils se battent et n'ont pas démérité, que les sionistes ont cru en finir au bout de 6 jours, ça fait plus de 3 mois maintenant, même s'il y a beaucoup de morts malheureusement, et surtout, juste un petit mot comme ça pour plaisanter, j'espère que ce soir l'Algérie va passer, mais ça c'est mon plaisir personnel. Très bien, merci Gamel. Et je pense qu'ici, dans l'équipe de l'échiquier international, on partage ce vœu avec vous. Messieurs, merci de m'avoir accompagné, très chers téléspectateurs. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Al 24 News et je vous donne rendez-vous demain pour le 24h Afrique. Excellente suite des programmes.